Vous avez la Dream Team. Vous nous dites quand vous êtes prêt, Gilles, c'est bon? Moi, je suis prêt, mais bon, pas prêt. Oui. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas de nous avoir rejoints avant de vous présenter avec Mathilde et Corentin. On voulait simplement accueillir le public qui nous a rejoints. Donc, on a un public composé à la fois d'étudiants, parmi eux le lab étudiant qui s'intéresse à Frémin-Merlebac, mais aussi des jeunes chercheurs, hein, des jeunes compétences qui s'intéressent à ce que vous allez nous faire découvrir sur votre territoire et qui peut-être un jour auront envie de venir collaborer. Je rappelle que ces webinaires ont deux grands objectifs. Le premier est de rapprocher un peu les fonctions universitaires et les acteurs universitaires des territoires associés du Sillon Lorrain, et puis c'est d'introduire des collaborations entre territoires associés du Sillon. Voilà, alors donc on va faire, merci d'être avec nous pour 1h30 à peu près. Gilles, on va faire ça sous forme d'atelier interactif. Oui. Avec les étudiants par l'intermédiaire d'un petit logiciel. Alors, qui nous en parle, Corentin ou Mathilde? Je vais m'en occuper, je partage mon écran de suite. Très bien. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, oui, comme vous l'avez bien introduit, Claudine, aujourd'hui, le webinaire sera interactif. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'application WooClap pour vous faire participer, parce que ce n'est pas juste un webinaire, on veut le tourner sous forme d'atelier pour que tous les participants de ce webinaire puissent vraiment interagir et puis leur avis et leur intervention comptent. Donc je vais vous demander donc soit de scanner le QR code, soit de rentrer l'adresse mail qui est juste au-dessus. Donc je vous laisse un peu faire ça rapidement. Et normalement, si tout se passe bien, vous allez arriver sur une question test. On vous demandera simplement si vous vous êtes déjà rendu oui ou non sur le territoire de Frémin-Merlebac. Dans ce cas-là, vous avez juste à répondre oui ou non et de valider la question pour nous faire part de la réponse. Ok, bien. Donc, l'utilisation de WooClap, au-delà de cette première question de mise en place, voilà, donc on voit 75%. Ah, oh ben, vous voyez, Frémin-Merlebac est connu. Hein. Oui, enfin bon, quand même. Non, mais rendu sur place. Hein. Ah, rendu pas sur que, place. Oui. voilà, rendu sur place. Hein. Donc, on a des publics qui viennent quand même d'un peu partout, y compris de l'étranger. Mais c'est vrai qu'on a parmi le public une partie du lab étudiant qui est venu le 19 novembre déjà sur place. Oui. Qui va revenir, c'est ça ? Qui va revenir, voilà, qui va revenir le 9. Hein, donc ça biaise un petit peu les statistiques de. Évidemment. Voilà, les statistiques. C'est pas un sondage de nature. Voilà, exactement. Bien, alors Corentin, de quelle manière on va pouvoir utiliser WooClap pour en faire quoi? Alors, durant tout le long de ce webinaire, on va soit vous poser des questions, ou si on ne vous pose pas une question, on ouvrira la page rapport d'étonnement qui s'ouvre sur vos écrans actuellement, de téléphone normalement. Et ce sera du coup sur cet écran, lorsque vous verrez cette question, que vous pourrez partager vos étonnements vis-à-vis de ce qui est dit, étonnements, questions, ressentis. Et durant ce webinaire, on fera quelques interactions où on lira certains de vos étonnements, de vos ressentis pour les partager avec Gilles et les autres participants. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, ben Gilles, vous êtes un peu au parfum. On partagera de temps en temps des éléments de rapport d'étonnement pour que vous puissiez réagir à ça. Et puis, on posera quelques questions et on vous partagera le retour des questions aux étudiants. Voilà, alors on va, dans un premier temps, pour ceux qui ne situent pas bien Frémin-Merlebac, on va le situer sur une carte, et notamment dans le cadre du Sillon Lorrain. Si on peut avoir, je vais en profiter, Gilles,
Oui. pour prendre le temps de vous présenter. Donc, on voit Frémin-Merlebach ici, voilà, sur la carte en haut à droite, hein, pour ceux qui n'auraient pas situé. Voilà les caractéristiques de la Comcom, enfin plutôt là du Sillon Lorrain. Alors, juste en même temps que tout le monde s'imprègne de cette carte d'eau, Gilles, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'échanger ce soir avec un DG de collectivité, voir un peu qu'est-ce que c'est que ce job de DG et finalement, quel est le parcours qui vous a amené, quelle est la trajectoire, quel est votre parcours qui vous a amené à ces fonctions de DG. Alors, d'abord, je vais commencer par une anecdote. Hein, si vous m'entendez bien là? Oui, parfait. Juste parce que, bon, quand la première fois que je suis venu pour l'entretien d'embauche à Frémin-Merlebach, je venais d'une autre collectivité, hein, qui était quand même à la limite de la Moselle-Est, mais qui n'était pas tout à fait la Moselle-Est. Et donc, bon, je suis rentré de mon entretien et ma secrétaire, enfin, je parle avec ma secrétaire et je lui ai dit, écoutez, aujourd'hui, en une demi-heure, je suis allé en Pologne. C'est pour vous dire l'image que pouvait avoir Frémin-Merlebach il y a 25 ans. Je m'étais perdu dans les quartiers miniers en plus, et il n'y avait pas de GPS à l'époque. J'avais eu du mal à trouver la mairie entre Frémin et Merlebach. Et sincèrement, entre les immeubles pourris, les rues défoncées et les vents, c'était une ville très noire. J'ai eu l'impression de. Voilà, quand je suis rentré, j'ai dit, je suis passé, j'étais en Pologne. C'était en tout cas l'image que j'avais en Pologne. L'image que vous aviez. Alors, avant de candidater à Frémin-Merlebach, quelle a été votre trajectoire et qu'est-ce qui vous a incité finalement à prendre des postes de responsabilité au sein des collectivités territoriales? On a aussi là dans le public des jeunes qui se posent des questions en disant bien sûr l'entreprise, mais pour les territoires aussi cherchent de plus en plus de jeunes compétences pour gérer leur destinée. Vous, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser au territoire et à prendre des responsabilités dans ce domaine-là? C'est clair qu'à 18 ans, quand j'ai passé le bac, je ne savais même pas ce que c'était qu'une collectivité territoriale. Et j'ai jamais eu l'ambition de devenir directeur général d'une collectivité. Hein. Donc, non, il y a un peu de tout là-dedans. Je ne veux pas non plus vous raconter de bêtises. Hein. Il y a un peu le hasard. Bon, en fait, quand je suis rentré de l'armée, parce qu'à l'époque, on faisait encore l'armée, j'avais pas trop de boulot. Enfin, j'avais en fait, hein, j'avais juste un bac à l'époque. Hein. J'avais fait un peu vaguement Sciences Éco, mais surtout baby-foot à l'époque. Et bah, oui. Et donc, je me suis retrouvé en fait à la mairie de Metz, où j'ai travaillé comme responsable de l'inspection sanitaire. Je n'avais rien à voir là-dedans, mais bon, c'était comme ça. Et au bout de quelques années, j'ai compris que être cadre moyen dans une grande ville comme ça n'allait, en tout cas en ce qui me concerne, pas me mener très loin. Et donc, quand je me suis rendu compte surtout aussi de la paye et que j'aurais 30 ans plus tard, je me suis dit, bon, il faut quand même passer le concours de CAPA. Et comme je l'ai eu tout de suite, et qu'à la mairie de Metz, on m'a dit, non, non, c'est pas pour vous, parce que j'étais pas, bon, il faut dire aussi les choses, hein, je n'étais pas du bon bord à l'époque. Et donc, j'ai dû partir pour être nommé ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert, là, c'est vraiment un coup de tête, un élu, conseiller départemental, qui cherchait un secrétaire général dans une petite ville de 4500 habitants. Et c'est là que j'ai découvert et appris le métier de directeur général des services. Et dans une ville, c'est très différent. Et si vous aviez en quelques mots à nous dire, c'est quoi le job d'un DG alors au niveau d'une ville et au niveau d'une Comcom? C'est quoi ce passage de l'un à l'autre et comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire de ce job? Ça n'a absolument rien à voir. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure avec une collaboratrice parce que on a, ce que j'appelle, on est dans l'après-Covid là. Il y a beaucoup de cadres qui ont changé chez nous et partout. Hein, entre les départs à la retraite, parce que vous savez que dans les collectivités locales, on arrive à un moment où la pyramide est en train de s'inverser. Et donc, on a beaucoup de départs à la retraite et aussi beaucoup de gens qui, à la suite du Covid, ont décidé de changer de voie,
à tout niveau. Donc j'ai beaucoup de nouveaux collaborateurs depuis 3 mois et c'est super intéressant. Et justement, on en parlait parce qu'ils viennent la plupart de mairies. Et ils sont très étonnés en fait de la différence entre une mairie et dans une mairie on est beaucoup plus impliqué, on a des élus beaucoup plus impliqués, on a des élus qu'on voit tous les jours, des élus qui même parfois qui sont un petit peu trop présents, qui se prennent pour des chefs de service, alors que dans une plus grande collectivité comme une communauté de communes, les services et les cadres des services en particulier ont un rôle beaucoup plus, me semble-t-il, beaucoup plus important. Hein, Ok. les élus sont moins présents. Hein. Bon, alors c'est peut-être pas le cas partout, mais globalement, c'est quand même des choses que je partage quand même souvent avec des collègues. C'est pas la même chose. Hein. Un maire, un adjoint au maire, même un conseiller municipal, il est régulièrement dans sa mairie. Un président de communauté de communes, peut-être. Les vice-présidents, peu souvent. Et les autres élus viennent que pour le conseil. C'est-à-dire, oui, non, Bon. c'est très différent. Non, mais il faut. C'est vrai que ça change fondamentalement. Je ne peux pas partir dans des. Hein, vous dire ce qui n'est pas. Voilà. Moi, Voilà. Donc, pas par an. Donc, au niveau de la Comcom, un directeur général des services, finalement, il a un espace à la fois d'action, de réflexion assez vaste. Ah, énorme, carrément. Énorme. Bon. Parce que, c'est pas pour vanter, mais on est tous dans ce cas-là, je pense. Hein. On a beaucoup de latitude, beaucoup. Bon, alors, liberté, ça, c'est un autre problème. Hein. Et tout le problème, c'est de gérer tout ça. C'est-à-dire de se dire, bon, finalement, ça va être, ce sont nos idées qu'on va mettre en avant. C'est ce que je racontais d'ailleurs à mes collaborateurs. Je dis, vous étonnez pas, quelquefois, vous aurez du mal d'avoir les avis des élus. Alors, dans ces cas-là, vous faites et ils vous diront ce qui n'est pas bien. Ok. Voilà. Alors, vous nous avez parlé de votre arrivée il y a à peu près 25 ans dans un territoire que vous preniez pour la Pologne. Vous nous avez apporté quelques images du territoire tel qu'aujourd'hui, voilà, vous les mettez en image. On peut peut-être les partager. Ça pourra peut-être aussi nourrir quelques éléments du rapport d'étonnement. Corentin, on peut lancer les images ? Ah.
Voilà, merci pour ces 4 minutes. Alors, Gilles, on a vu qu'un DGA, ça mouille aussi le t-shirt sur le terrain. Dans cette histoire de la Comcom, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous l'avez bien suivi, quels sont les moments marquants, mais surtout, quels sont les éléments fédérateurs? Qu'est-ce qui a permis de fédérer ces territoires? Alors, comment dire? Moi, je pense que c'est d'abord l'adversité, la fermeture de la mine. Ça a été quand même le grand moment où ouais, une tragédie pour le bassin houiller. Donc, moi, je suis arrivé en 98, la mine a fermé en 2002-2003, enfin, on était déjà quasiment terminé. Vous imaginez quand même dans une ville comme Frémin-Marlebac qui faisait à l'époque 17 000 habitants, 15 000 habitants, on n'est plus qu'à 13 000 aujourd'hui. Mais il y avait 25 000 mineurs qui travaillaient. Donc, on a quand même un peu. Enfin, il faut toujours replacer les choses. Et donc, l'événement marquant, ça a été ça. Et c'est en fait ça aussi qui a fait réagir tout le monde, les élus, les pouvoirs publics, et tout le monde. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à une période où tout le monde était très, très impliqué là-dedans, que ce soit l'État, les élus locaux, la région. Enfin, tout le monde était très impliqué pour essayer de faire, pour relever le défi de la fermeture. Alors, on essaye aujourd'hui d'éviter un petit peu de parler de la mine parce qu'il faut arrêter un jour d'en parler. Mais en attendant, c'est toute notre histoire. Et c'est toute l'histoire du bassin houiller. Et c'est l'histoire de Frémin-Marlebac qui était le plus grand siège minier d'Europe, il faut le savoir. Ça, c'était, je dirais, la grande étape. Après, bon, il y a toute la période de réindustrialisation, entre guillemets, même si la réindustrialisation n'a pas été à hauteur, évidemment, des dégâts causés par la fermeture de la mine. On n'a jamais rattrapé les 25 000 emplois perdus, mais bon, de toute façon, je pense que c'était très illusoire de le croire. Mais bon, il y a eu toute cette période aussi de mobilisation générale de tous, la mobilisation à l'époque du district, qui est devenu communauté de communes, avec vraiment un gros travail, un gros travail pour essayer de faire venir des grosses entreprises. On prenait tout ce qui venait. On n'en était pas comme aujourd'hui où je vois certains de mes collègues qui travaillent sur uniquement du numérique ou sur des choses, les entreprises d'avenir et tout ça, ils ont probablement raison. Mais nous, on en était là et on en est encore là aujourd'hui à essayer de prendre tout ce qui peut venir et tout ce qui peut à la fois créer de l'emploi et du dynamisme pour le territoire. Après, il y a une autre phase quand même, parce qu'on s'est dit, c'est bien beau. Bon, et une fois qu'on a fait ce travail, il ne sera jamais fini, parce que les entreprises, ça ouvre, ça ferme aussi, et il faut aller plus loin. Il y a eu toute cette phase où on a compris, en plus, j'allais dire enfin, mais bon, avant, on ne pouvait pas. Parce que tant que vous n'avez pas d'entreprise, tant que vous n'avez pas de recettes de ces entreprises, vous ne pouvez pas investir dans autre chose. Et donc, on a pu enfin investir dans autre chose, qui était en fait le cadre de vie. Je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, je pense que si les gens ici m'entendaient, parfois, ils seraient. Quand je parlais de Pologne, parce qu'eux, ils imaginaient probablement pas que c'était ça. Moi, je voyais ça parce que j'étais messin d'origine. Donc, c'était un peu. Ça me choquait quand je suis venu ici, parce que quand je suis arrivé ici, en plus, la mine commençait à fermer, les magasins commençaient à fermer. La ville de Frémin-Marlebac, qui avait des centaines de magasins, s'est retrouvée du jour au lendemain, enfin presque, en quelques années, avec quasiment plus de commerce. Enfin, comme ça s'est passé pour toutes les grandes villes industrielles de l'Est de la France. Et donc, il a fallu recréer un cadre de vie. Le cadre de vie industriel qui existait avant, qui était peut-être pas très beau, mais les gens étaient heureux. Ils avaient du boulot, ils avaient de l'argent, ils avaient des maisons, ils avaient la mine s'occupait de tout, s'occupait du culturel, du social, des colonies de vacances, s'occupait de tout. Et donc finalement, ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Et là, aujourd'hui, il a fallu tout recréer. Donc c'est pour ça que le petit film qu'on a vu, comme je vous l'ai expliqué, quand je vous l'ai envoyé, je dis bon, c'est un film de propagande, enfin de propagande, c'est un film de communication, voilà. Mais en attendant, c'est comme ça. Il y a 25 ans, tout ça n'existait pas, ou quasiment. Donc on a réussi à recréer tout un espace, parce que si vous voulez faire venir des entreprises, si vous voulez faire de l'économie, à bout d'un moment, il faut autre chose que ça. Si on veut attirer des cadres, si on veut garder les gens,
il faut des piscines, des salles de spectacle, des médiathèques, du tourisme et aménager beaucoup de choses autour de tout ça. Donc ça a été tout le travail qu'on a fait, réalisé pendant 25 ans. Maintenant, on a tout ça, c'est pas fini, évidemment. Il faut continuer le développement économique, il faut continuer à offrir des infrastructures. Et maintenant, on part sur d'autres choses qui sont évidemment plutôt des choses de protection de l'environnement, d'améliorer le cadre de vie, et encore améliorer le cadre de vie, d'aller chercher autre chose au niveau économique, au niveau numérique, de l'hydrogène. On a notre propre réseau de fibres. C'est pas Orange, c'est pas SFR. Chez nous, c'est notre réseau qui nous appartient, qui dessert toute la communauté de communes. Hein, et on va de l'avant. On va de l'avant. Maintenant, il y a encore probablement beaucoup d'autres choses à faire. Mais bon, voilà. Et alors, par exemple, l'hydrogène, là, vous avez quoi comme projet sur l'hydrogène en ce moment? Bon, la fibre, on voit bien, avec la particularité d'avoir votre propre réseau, mais sur l'hydrogène, c'est quoi? C'est l'usage de l'hydrogène? Voilà, quels sont les projets que vous avez autour de l'hydrogène? Alors, pour l'instant, ce ne sont que des projets, mais ça commence, comment dire, à se concrétiser de plus en plus. Bon, vous le savez, en tout cas, vous le savez vous, mais nos auditeurs ne le savent pas forcément. La communauté de communes, ça c'est aussi l'avenir, fait partie de ce qu'on appelle le projet de territoire du Varm naborien. Le Varm naborien, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est donc, vous le savez ou vous ne savez pas, donc à côté de Frémin-Merlebach, qui est sur un autre territoire que le nôtre, sur le territoire de la communauté d'agglo de Saint-Avold, va fermer donc Carlin, donc, qui est une grande usine d'électricité au charbon. Et comme vous savez que toutes les usines d'électricité au charbon doivent fermer, donc ils vont fermer. Et pour fermer cette usine, en raison de la fermeture de cette usine, l'État a décidé d'apporter un certain nombre de moyens et de mettre en place un certain nombre de choses. Et l'hydrogène fait partie évidemment des pistes qui sont privilégiées pour l'avenir de notre secteur. Et donc on travaille tous, alors évidemment beaucoup plus à Saint-Avold, puisque le Carlin est sur leur territoire, mais nous, du coup, on travaille ensemble là-dessus. On travaille à 4 intercommunalités, le district urbain de Folquemont, la communauté de communes du Varm, la communauté d'agglo de Saint-Avold et celle de Frémin-Merlebach. On travaille à 4 communautés sur l'ensemble du projet de territoire. Et donc l'hydrogène est vraiment quelque chose qui me semble important. J'ai encore assisté ce midi à une réunion avec des syndicalistes, avec des politiques sur ce sujet. C'est pas évident parce que pour l'instant, personne n'imagine que demain des voitures à l'hydrogène. On commence à parler, on a des bus à hydrogène, on commence à parler de trains à hydrogène, de camions, mais c'est encore très loin quand on parle de ça, je dis à nos petits élus, ils ont quelquefois un peu de mal à imaginer ce que ça peut donner. Et si on ne prend pas le virage là maintenant, ça sera beaucoup trop tard. Donc là, on profite un petit peu des circonstances. Et donc, évidemment, tout ne sera pas chez nous à Frémin-Merlebach, mais ça sera surtout à Saint-Avold. Mais comme il ne faut pas se leurrer, l'union fera la force et nos territoires seront amenés à travailler ensemble et à devenir probablement un jour ou l'autre un seul territoire. D'accord, ok. Donc ça, c'est aussi une étape que vous visualisez. Alors, on voit bien, en nous résumant cette trajectoire de votre Comcom, que ce territoire fortement industriel, qui a subi déjà des perturbations face aux différentes crises industrielles, c'est un territoire qui perturbations, ce ne sont pas des perturbations, c'est une révolution. Ce sont des raz-de-marée. Des raz-de-marée. 25 000 emplois dans une ville de 15 Absolument, absolument. C'est un gros raz-de-marée. Et donc, une grosse capacité de résilience que vous avez déjà un peu entraîné sur ces questions-là. Donc, toutes ces perturbations qui sont devant nous, tous ces défis qui sont devant nous, voilà, vous avez un peu cette culture de la résilience. Alors, on va vous faire un premier petit exercice, mais avant, je voulais voir, Mathilde, s'il y avait déjà des éléments d'étonnement qui apparaissaient de la part du public. Oui, on a quelques retours d'étonnement. J'invite quand même
tout le public à réagir en masse. Là, pour l'instant, on n'a que 2 retours d'étonnement. Alors, on a une première remarque où les gens s'étonnent qu'il s'agisse de la plus grande zone minière d'Europe, que c'est assez impressionnant. Le plus grand Et, siège, le plus pardon. grand, même à Merlebach était le plus grand siège minier d'Europe. Ouais, donc voilà, on a un premier retour d'étonnement là-dessus. Et une question, au niveau des services qui sont présentés sur la vidéo, est-ce que cela impacte réellement et positivement le solde migratoire sur le territoire? Je dirais oui, là maintenant, oui, parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on parlait de beaucoup de choses. Frémin-Marlebach, je parle de la ville. La ville-centre était à 17 000 habitants il y a 25 ans. Elle n'est plus qu'à 13 500 aujourd'hui, avec la fermeture de la mine et tout ça. Mais on a déjà eu donc, des mouvements de population qui allaient quand même de la ville-centre vers les villes du plateau, les petits villages du plateau, hein, qui étaient, comme un peu partout d'ailleurs, des villes peut-être plus agréables et plus sympathiques à l'époque, hein, avec leur petit lotissement, etc. Ça correspondait plus à l'état d'esprit d'époque, mais on a quand même, je veux dire, clairement perdu de la population. Or, et beaucoup, hein, parce que moi je me rappelle quand je suis arrivé, vous savez que les secrétaires généraux sont payés en fonction de la taille de la population, et on était au-dessus de 40 000, et aujourd'hui on est plus de 33 000. Donc je gagne moins ma vie. Mais bon, par contre, ça s'est stabilisé, et on peut espérer que ça va commencer à remonter. On sera plus jamais à 40 000, hein, par contre. Ça c'est clair. Sauf effectivement à élargir. Oui, alors, mais vous savez, là c'est toujours pareil. La mine, c'était, comme la sidérurgie, c'était des industries qui employaient beaucoup de monde. Demain, l'hydrogène à Carlin, ça va employer combien? 50, 100 personnes. Sont pas. Enfin bon, je ne sais pas. Après, il faut imaginer, c'est difficile, tout ce qui va découler de ce changement d'énergie. Je ne sais pas le faire, moi, hein. Je ne suis pas un grand devin, je ne suis pas non plus un grand ingénieur. On imagine beaucoup de choses. Je vous dis, j'ai assisté à un débat ce midi qui était assez génial entre des élus, des conseillers d'élus, et en partant, j'aurais dit, on est soit trop vieux, soit on ne sait pas trop, parce que personne n'était capable d'imaginer l'avenir que pourrait avoir notre région avec l'hydrogène. Mais en fait, pas seulement notre région. Personne n'était capable d'imaginer ce que peut nous apporter, ce que pourra nous apporter à la fois donc les nouvelles énergies et l'hydrogène en particulier. Et là, il y avait un syndicaliste qui se bagarrait, qui défendait bec et ongle en disant il faut y croire, il faut y aller, il faut. Donc c'était assez marrant d'ailleurs. Moi, je dois avouer que c'est quelque chose qui ne me passionnait pas beaucoup il y a encore un an ou deux. Mais c'est vrai que dès qu'on commence un petit peu à chercher, quand on voit un petit peu comment ça se passe, il faut reconnaître que ça va peut-être révolutionner d'autres mondes. Okay. Oui, Alors, une autre question est arrivée, pardon, Claudine, sur le numérique pour votre territoire. Donc, vous parliez avant de territoires qui s'engageaient dans le numérique justement pour se développer. Alors, la première question, c'est à quel territoire vous faisiez référence et est-ce qu'une collaboration est envisagée pour développer le numérique sur votre territoire? Oh, j'ai pas en tête forcément des noms de territoires, mais je vois, bon, je lis la presse professionnelle, je lis la presse tout court. Je vois que beaucoup de territoires se sont engagés là maintenant. Hein, alors, je sais jamais, parce que alors, franchement, j'ai un peu perdu le fil là-dessus sur du point 4, point 5, point 6, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de points maintenant qu'on ne sait plus. Mais toujours dans des nouvelles technologies, donc évidemment tout ce qui est numérique, etc. Donc, ce qu'on a fait, on a déjà fourni le moyen de transport de la communication, donc on est en fibre et partout, et ça c'est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore fait l'effort de se spécialiser, ou en tout cas d'essayer de travailler pour que nos zones industrielles deviennent des zones numériques, hormis de bénéficier des services évidemment du numérique. Mais on n'est pas,
savez, comme dans les grandes villes, où on n'a pas des technopoles, on n'a pas des choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une deuxième partie de la question, Mathilde? Non, c'est tout bon. Là, on a fini le tour des questions. C'est difficile. Moi, je vais un peu prolonger sur le numérique, Gilles, puisque, par exemple, il y a la communauté de communes du PIO et du Z qui développe une plateforme numérique sur le principe que, au-delà, je vais faire simple, au-delà, un peu rapide même, au-delà des accès pour tout un chacun, que ce soit les entreprises ou les particuliers, la donnée elle-même devient une ressource, une pépite nouvelle. Donc, on pourrait imaginer, je ne sais pas comment vous allez réagir là-dessus, mais que ces pépites en termes de données pourraient remplacer les ressources minières d'antan. Donc, est-ce que pour nourrir voilà, des nouvelles activités économiques, des nouveaux projets d'entreprise, pour peut-être améliorer les services à la population, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez imaginer fort de votre infra, peut-être aussi de vous associer pour partager un peu ces ressources nouvelles qui sont moins localisées, justement, comme l'était le charbon, mais qui sont plus partageables? Oui, c'est plus partageable. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi beaucoup de leurre là-dedans. On dit c'est beaucoup plus partageable parce qu'évidemment, le numérique, à partir du moment où on a les bons moyens de transport, et bon, de toute façon, il y en a partout maintenant, on peut en faire partout, et quel que soit dans le trou du cul du monde, comme on dit, il suffit d'avoir un ordi. Enfin, on a toujours un peu l'impression là, on a un ordi, quelques idées, puis on va faire des trucs géniaux. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment le cas. Bon, j'espère qu'on pourra me démontrer l'inverse, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le cas. Pour l'instant, ça reste quand même dans les grandes villes, dans les très grandes villes, dans les très grandes métropoles, où on trouve tous ces fameux incubateurs, etc. etc. Bon, c'est pas que je n'y crois pas, ça n'a rien à voir. Et pour l'instant, ça va plutôt dans ces coins-là. Parce qu'il faut aussi de la recherche, il faut des étudiants, des universitaires, des professeurs, des ingénieurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus trop chez nous. Alors, on vous mettra peut-être, Gilles, si vous en acceptez l'idée, à voir, en contact. Vous connaissez Julien Vian, le DG de la communauté de communes du PIO du Val d'Alzette? Non, vous avez déjà... non, mais voilà. On est toujours à la recherche. Oui. Voilà. Moi, je veux dire un plateau, si vous voulez. Bon, écoutez, on fera le lien. Et puis, on verra ce qui peut en sortir, parce qu'effectivement, là, on est sur des initiatives qui sont en dehors des grandes métropoles, et qui sont justement peut-être des choses que par la taille, par la réactivité, par la résilience, les territoires associés peuvent peut-être développer. En tout cas, on fera le lien, si vous acceptez le principe. Il n'y a pas de puis, on n'est pas braqué. Je dis bon. Juste. Non. C'est vraiment ça. C'est pas une question d'être braqué. C'est aussi, je vous dis encore une fois, c'est une question à la fois d'expérience, d'envie, bien sûr, des cadres et des élus qui sont sur place. Et il y a un moment, je ne sais pas si c'est une question d'âge, une question de... Je ne crois pas seulement, mais pour l'instant, nous, c'est le genre de choses qui... on essaye de lancer les idées, tout ça, mais ça ne passe pas forcément. Voilà. Bon. D'accord, ok. Il y a d'autres choses qui marchent. Donc, on reste dans le très classique. Mais je veux dire, on n'est pas réactionnaire à ce point, mais quand même plutôt encore dans le tradit. Voilà. Bon, affaire à suivre, parce que je ne suis pas sûre que, voilà, il y a peut-être des choses surprenantes sur votre territoire. L'occasion fait là. Il suffit de trouver le bon cadre, le bon élu. Voilà. On va faire le lien, puis on sera curieux de voir ce qui se passe en tirant ce fil. Alors, justement, on va vous faire cet exercice. On parle beaucoup des transitions. Alors, quand on parle des transitions, on parle des transitions numériques, écologiques, environnementales, énergétiques, etc., de manière un petit peu cloisonnée. Nous, on va vous faire un exercice un petit peu plus global, en disant une transition, c'est aussi
passer d'un état A à un état B pour votre territoire. Le territoire actuel, vous avez montré des images, vous avez expliqué d'où il venait. Alors, comment vous, avec votre histoire, avec ce que vous êtes, avec votre personnalité, votre expérience en tant que DG, comment vous voyez votre territoire à, allez, dans 5 ou 10 ans? Parce que maintenant, les choses... Oh là, j'y serai plus dans 5 ans déjà, donc ça va être compliqué. Ça n'empêche pas d'essayer de voir les choses, bien sûr. Vous le profilez. Ce qui sera dans 5 ans, vous l'aurez profilé. On connaît le temps des projets territoriaux. Oui. Non, ça, c'est un petit peu la colle quand même. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, quel chemin de transition? Alors, je vois ça, le chemin de A vers B. Pour arriver de notre petit village de Hambourg, là, parce que j'ai l'impression que c'est Hambourg, là. Oui, on l'a mis. Oui, c'est marrant parce qu'on a un petit peu Hambourg qui est comme ça, avec son clocher en haut du truc. Et arrivé à la cité du futur. Il va être long chez nous. C'est une image provocatrice. Hein. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ça sera un réseau de petits villages comme Hambourg. Hein, que vous voyez. Soit un réseau de petits villages, mais en tout cas, ça ne sera pas ce qu'on voit. Voilà. Code B, ça ne sera pas le cas chez nous. Parce que ce genre de ville ou de vie, on ne les aura pas, on pense qu'on ne l'aura pas partout d'ailleurs. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est vraiment souhaitable. Non, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est souhaitable. Non, moi ce que je vois, c'est que notre boulot, ça va être, d'une part, vous savez, on était vraiment, si j'ai volontairement parlé de Pologne au départ, c'est parce qu'on avait vraiment besoin de valoriser notre cadre de vie. Donc, si on veut faire un peu évoluer les choses et transition vers quelque chose d'autre, c'était l'évolution de notre cadre de vie. On travaille dessus énormément actuellement, que ce soit par le biais de l'aménagement de l'arrière de Frémin-Merlebach, par exemple, ce genre de choses. Tout ça, c'est déjà pour donner une autre image et un autre intérêt du territoire, mais pas seulement pour l'intérieur, pour leur propre. Parce que pendant ces années, on avait l'impression que, en dehors du fait qu'on aimait bien vivre chez nous, on aime bien vivre chez nous, hein, parce que c'est comme dans beaucoup de territoires industriels, il y a une vie, une vie un peu différente d'ailleurs. Mais c'était quand même pas terrible, c'était pas beau. On disait toujours d'ailleurs, c'était pas très beau chez nous, mais c'est super sympa. Donc il y a tout ce travail sur le cadre de vie. Il y a ce travail sur le renouvellement d'image de notre territoire, c'est important. Dès lors qu'on aura renouvelé notre cadre de vie, il faut qu'on le vende. C'est un petit peu l'objet du genre de film qu'on a fait. Enfin bon, il y en aura d'autres d'ailleurs que je ne peux pas vous montrer malheureusement, mais qui vont sortir d'ici un mois, concernant les marques de territoire, ce genre de choses. Et donc c'est tout un travail sur le renouvellement de notre image. Et donc que ce soit pour le renforcement des services qu'on pourrait donner, de la cohésion sociale et territoriale. Alors ça, c'est un grand mot, ça va être plus compliqué, mais bon, pourquoi pas. Et bon, voilà. Et toujours, parce que on a beau parler, parce que moi j'ai toujours un peu l'impression que l'universitaire, il parle un petit peu de choses quand même un petit peu théoriques. Il faut qu'on continue à travailler notre développement économique, parce que sans ça, on n'arrivera à rien. Parce que si on n'a pas de moyens, on n'arrive à rien. Je vous avais dit tout à l'heure, on avait commencé, et c'est la méthode classique, mais c'est comme ça. On avait commencé par monter des zones industrielles, par travailler sur nos zones industrielles, sur nos zones économiques, par faire venir des boîtes qui payent des impôts, qui créent des emplois, qui donnent des salaires, qui permettent aux gens de vivre. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez des impôts, des emplois, des salaires, vous pouvez investir dans autre chose. Et là, il faut donc qu'on continue ce travail de développement économique. C'est vraiment tout bête. Je veux dire, on n'a pas, nous, de recettes particulières. J'ai pas de. Autrement, je ne serais peut-être plus à Frémin-Merlebach, d'ailleurs, si je savais mieux faire pour passer d'un point à l'autre. Et je pense qu'on a forcément envie, d'ailleurs, de passer de ce point-là à l'autre. On a une région qui est, alors bon, après, vous savez qu'on a une région qui est très vieille. Alors, elle ne va pas forcément rester vieille, heureusement,
Mais c'est une des régions où la moyenne d'âge est la plus vieille de France. Hein. C'est d'ailleurs un de nos soucis. Hein. Donc, c'est pas facile de faire ces chemins de transition. C'est pas facile de le faire, d'avancer sur ces chemins, parce que bon, il y a une espèce de comment dire, conservatisme. Pas forcément, vous savez, quand on parle de conservatisme, c'est pas forcément de droite ou de gauche, des choses comme ça. Une espèce de conservatisme qui fait que on n'avance pas aussi vite peut-être qu'ailleurs. Pour autant, il y a plein de choses qui s'expriment sur votre territoire et qu'on a eu l'occasion de voir en venant sur place. C'est à la fois le fait que la nature reprend ses droits et dans un contexte d'exode urbain où beaucoup de personnes sont à la recherche de lieux où il y a à la fois des espaces peut-être pour développer des activités un peu différentes, pour retrouver une façon d'habiter et de travailler. C'est bien pour ça que je disais qu'une des premières, à mon avis, des premiers pas à mettre sur le chemin, c'est ça, c'est la valorisation de notre cadre de vie. D'accord, voilà. Un cadre de vie, non mais imaginez ce cadre de vie industriel, je veux dire, c'était quand même vraiment pas terrible, c'était noir et pourri. Et pour arriver à quelque chose aujourd'hui, je suppose que les étudiants qui sont venus, et toutes les personnes qui sont venues sur le territoire de Frémin-Merlebac ont dû être quand même très étonnés. Alors évidemment, la ville, elle n'est pas, c'est pas Venise, c'est pas Metz, c'est pas Strasbourg, c'est pas même Sarreguemines, puisque pour être plus proche de nous, mais tout a bien changé, tout a bien changé. En 25-30 ans, il faut qu'on fasse parce que là, on bénéficie de centaines d'hectares de friches industrielles qui ne redeviendront jamais, par contre, des zones industrielles. Hein, il faut au moins qu'elles ne soient pas. Et je peux vous assurer que là-dessus, c'est vrai qu'il y a tout un travail qu'on est en train de faire et qu'on va faire. Parce que moi, je dois avouer que, bon, maintenant j'ai 63 ans, donc c'est un peu différent. Mais il y a 20 ans, si j'étais venu à Frémin-Merlebac et avec la vision d'aujourd'hui, j'aurais acheté une maison dans un des lotissements qu'on va construire à côté de la carrière de Frémin-Merlebac, en sachant que je peux aller au boulot à vélo, que je pourrais tous les soirs aller me balader dans un cadre assez unique et avoir finalement quand même une salle de spectacle à côté, une magnifique piscine, 10 salles de cinéma, et tout ce qu'il faut. Donc, en fait, on voit bien que le cadre de vie est la base pour vous de créer cette économie plus résidentielle, avec peut-être le fait de capter cet exode urbain, mais le fait aussi d'attirer des populations créatives au sens très large du terme. Oui. Hein. On parlait d'attirer des grandes entreprises, mais il y a aussi tout un mouvement actuellement, que ce soit dans l'artisanat, dans la petite entreprise. On ne parle plus de haute technologie, hein, on parle voilà, de trouver des solutions aux problèmes qui sont devant nous. Donc, on voit que ça, c'est un des éléments majeurs pour vous. Et puis, on a eu l'occasion de voir aussi que vous donnez les moyens pour développer véritablement une économie touristique sur l'image du territoire, sur son histoire, sur ce qui reste un peu des traces de ce passé minier. Est-ce que vous sentez que là, il y a un fil qui peut prendre un peu plus d'ampleur? Alors, très franchement, il y a encore 10-15 ans, je ne croyais pas du tout au tourisme en Val d'Est. Et j'étais assez pessimiste par rapport à cela. Aujourd'hui, pour toutes les bonnes raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a vraiment un cadre de vie qui fait qu'on pourrait faire quelque chose, qu'on peut faire quelque chose dans ce domaine-là. Il reste encore quelques efforts à faire. On a un cadre préhistorique. Hein. Bon, je suppose que tout à l'heure, quand vous parliez du musée de la mine, par exemple, ce genre de choses.
nous, on participe au musée de la mine, on participe à son financement, à son animation. Après, je ne suis pas sûr que ça fonctionne très bien, mais pour des raisons que je ne connais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer, mais sincèrement, ça fait maintenant 10-15 ans que ça existe et je ne vois pas un réel engouement. Hein, alors, je suis un peu pessimiste par rapport à ça, mais en tout cas, pas très optimiste. Et donc, il faut faire avec. Par contre, très franchement, sur nos paysages, sur nos équipements, je vois, dès qu'on ouvre, on a ouvert une aire de camping-car la semaine dernière, où il y a 15 jours, voilà. Elle n'est pas ouverte officiellement encore, mais bon, ça y est, les travaux sont finis, donc on l'a mis en fonctionnement. 3 jours après, il y avait déjà 3 camping-cars dessus. On n'est pas à côté des étangs de Host et tout. On n'a même pas eu le temps de faire de publicité. C'est parti parce qu'il y a des réseaux qui fonctionnent là-dedans. Et alors, vous allez en Bourreau, vous avez une cité magnifique. Vous avez sur le secteur des étangs, c'est génial. Il y a vraiment quelque Donc chose. en fait, le tourisme vert, là aujourd'hui, avec la nature qui a repris ses droits, avec le travail que vous faites notamment sur le Carrière-Barrois, voilà, c'est cette idée du tourisme vert, peut-être conjuguée avec des traces un petit peu du passé, mais retravaillées, remodernisées. Voilà, c'est plutôt dans cette direction où vous sentez, une voie de développement. On a quasiment rien besoin de faire. Vous voyez, ça vient tout seul. La nature reprend ses droits à une telle vitesse. À la carrière du Barrois, il faut le voir, c'est terrible. Mais bon, il n'y a pas que là. Bon, après, il faut quand même un peu investir. Hein. Les pistes cyclables, les chemins de randonnée, mettre en place, donner des moyens après aux offices de tourisme pour qu'ils le vendent un petit peu ce tourisme vert et qu'ils en fassent des packages. Et là-dessus, on n'est pas très bon, parce qu'on se fait toujours un peu engueuler, je vois par le conseil départemental, quand ils parlent d'ambition touristique, ils imaginent toujours qu'on est, ou en tout cas, on est des petits, quoi. On voit petitement. Je pense que ça a été le cas, c'est vrai, mais de moins en moins, on y met de plus en plus de moyens, parce que je crois que nos élus comprennent aussi, nos élus, le tissu associatif, le tissu sportif, tout ça, comprennent de plus en plus que finalement, c'est notre atout. C'est notre atout. D'accord. Donc en fait, l'image là sur la droite, finalement, elle n'est pas très éloignée de l'image de gauche. C'est cette nature qui reprend ses droits, c'est ce cadre de vie à travailler, c'est aussi cultiver un peu cette ambiance avec la force du tissu associatif hein, qui a fait finalement, qui est issu de cette vie industrielle. C'est autour de ça que vous sentez à la fois développer un tourisme plus vert, à la fois attirer ces populations en exode et peut-être proposer une forme d'économie plus articulée entre nature et technologie. C'est ça, oui. Vous traduisez bien mieux les choses que moi. Je ne fais qu'écouter et tenter de reformuler, mais voilà. Donc, vous le formulez très bien. Ok, bon, ben merci en tout cas de cette perspective. Et c'est vrai que quand on va sur place, on le sent bien comme ça. Mathilde, est-ce qu'il y a des propos d'étonnement ou des questions à ce stade? Oui, on a quelques questions. Alors, on peut par exemple lire celle-ci. Comment évalueriez-vous la qualité de résilience de votre territoire à ce niveau-là sur la transition d'un point A à un point B? Oh là là. Alors d'abord, vous savez que vous m'avez parlé de résilience la semaine dernière. Alors, j'ai laissé le terme, mais bon, alors, je suis allé voir quand même sur Internet pour voir ce que vous entendiez par résilience. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus. C'est parce que vous m'avez parlé beaucoup de résilience. Vous en parlez beaucoup, très souvent. C'est des choses dont on. Enfin bon, c'est quand même un terme qui reste très vague et très bon. Et presque galvaudé. Mais bon, excusez-moi, mais bon. Ah, c'est vrai, vous avez raison. On vous suit. Alors, le niveau, je sais pas, la résilience du territoire. C'est
vous savez, c'est vraiment très particulier. La mine, c'est... parce qu'il faut partir de là. Hein. C'était toujours mieux avant du temps de la mine. Bon, c'est souvent le cas, ça dans beaucoup de domaines, mais ici plus particulièrement qu'ailleurs. Il suffit de regarder les sites internet, différents sites internet sur Frémin-Merlebac, sur la région et tout, et c'est très bizarre parce qu'ils sont tout le temps, enfin c'est tout le temps très critique par rapport à tout ce qui peut bien arriver quelque part, tout ce qui peut, enfin, moi qui me paraissent bien ou forcément bien et tout, ben non, c'est pas forcément bien parce qu'avant c'était beaucoup mieux. Le temps de la mine c'était toujours beaucoup mieux et on a, comment dire, on a un peu l'impression quand même qu'on est, je vais peut-être vous décevoir, mais bon, on a l'impression qu'on est obligé, fonctionnaires territoriaux, enfin fonctionnaires, pas forcément fonctionnaires, employés territoriaux, parce qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires, et, enfin, voilà, il y a actuel, nos élus et tout ça, on est obligé d'avancer parfois malgré la population, malgré, parce que, bon, c'est un peu compliqué avec, c'est un peu compliqué et donc on est un peu obligé de forcer les choses. Bon, c'est un peu partout quand même normalement, mais là chez nous beaucoup plus qu'ailleurs. Et je vais vous donner un exemple. Je sais plus, on l'avait évoqué la dernière fois. J'ai vu que c'était une des images que vous aviez mis, je ne sais plus sur quel tableau qu'on verra tout à l'heure peut-être. Ce fameux mineur qu'on voit sur l'autoroute. Vous voyez ce panneau qu'on voit sur l'autoroute. Oui, on s'en souvient bien, oui. Oui, ce mineur qui pleure, enfin, ou qui pleure, enfin, on dirait qu'il pleure en fait. Hein. Parce que théoriquement, il ne pleure pas. Mais bon, on dirait qu'il pleure quand même. Hein. Et il y a 10 ans, on a voulu l'enlever. Parce que franchement, pour le territoire, on ne trouvait pas ça terrible comme image. Hein. Les gens vont arriver là, on est toujours, déjà que c'est pas toujours forcément joyeux, mais bon, alors là, avec ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? On a voulu l'enlever. Le département a voulu l'enlever, parce que je crois qu'il appartient au département, et avec l'accord, entre guillemets, des grands élus du secteur. Il y a eu une telle levée de bouclier une semaine après. On allait tuer l'image de la mine, l'image du mineur, l'histoire de la région, que plus personne n'a osé en parler et le panneau est toujours là. Et pourtant, je sais que ce n'est pas une super image de notre région. Quoi. Mais on a préféré, c'est pour vous dire qu'il y a quand même. Non, on parle de résilience ou de choses comme ça. Bon. Oui, c'est-à-dire que vous avez à la fois une histoire qui a montré que vous avez su gérer des rebonds, mais en même temps, l'histoire a cette présence, a des fois des lourdeurs dont il n'est pas facile de se détacher. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mathilde ? Oui, on a d'autres questions, Claudine, mais elles feront plus référence à la suite, donc je les garde. D'accord, donc vous les gardez sous le coude. Exactement. Alors, donc on va garder cette image que nous dresse un peu Gilles, hein, où voilà, travail sur le cadre de vie, la nature qui reprend ses droits, un tourisme vert et puis un développement économique entre nature et technologie, en saisissant aussi cette opportunité finalement de l'exode urbain, métropolitain. On va rester sur voilà, cette trajectoire en pointillé. Alors, pour aller dans cette direction-là, on va passer à la suite. Selon vous, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais maintenant qu'on a un peu retracé ou esquissé, voilà, esquissé un peu ce que vous, en tant que DG, c'est important, vous voyez, vous pressentez sur la trajectoire, l'évolution de votre territoire. Selon vous, quels sont les principaux atouts, les principales ressources qui seraient à mobiliser, à travailler? Vous nous l'avez déjà un peu dit, mais si vous alliez les résumer par rapport à cette perspective d'évolution du territoire. Peut-être juste, Claudine, avant que M. Rome réponde, pour les participants, vous pouvez répondre en même temps à la question du bas. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, vous, pour aller sur le territoire de Frémin-Merlebac? Voilà, en attendant que M. Rome réponde. Et tout ça se fait sur WooClap, hein, bien sûr.
Ok. Alors, en parlant des ressources ou des atouts, bon, d'abord, il y a évidemment, mais on n'en a pas parlé pour l'instant, c'est au niveau de l'atout de la situation géographique. On est quand même extrêmement bien situé au cœur de bassin houiller, mais au cœur des autoroutes. On est bien desservi, que ce soit en matière ferroviaire. Bon, en Milan, pas d'avion, mais bon. Hein. Mais on est quand même extrêmement bien desservi. Et donc, notre situation géographique est quand même un atout. J'étais la semaine dernière avec une société polonaise. Excusez-moi, je rentre en même temps, mais pas en train de se décharger à une vitesse grand V. Voilà. Avec une société polonaise qui cherche à monter, enfin polonaise internationale, mais d'origine polonaise, qui cherche à monter une école de formation pour des métiers du transport. Enfin, beaucoup de choses qui tournent autour du transport, hein, pas forcément des chauffeurs. Et on fait partie des 4 villes qu'ils ont ciblées en Europe, hein, entre des villes en Pologne, en Allemagne, donc chez nous, et 2 villes en France, dans le Nord-Pas-de-Calais et chez nous, pour cette école. Donc c'est pas pour rien. Moi, ça m'a vraiment impressionné parce que, enfin, et en plus, ça venait évidemment dans mon sens, et en disant, mais voilà, vous êtes extrêmement bien situé. On va essayer enfin, vous avez une chance sur 4, peut-être même, disait déjà une sur 2, parce qu'il avait commencé à démolir les projets allemands et polonais. Voilà. Et quand je lui ai montré en plus le reste, et là je vais y venir en parlant des équipes, une autre de nos ressources, c'est nos équipements. Parce que bon, on en parlait tout à l'heure, on n'a peut-être pas démarré avec ça, on a commencé par engranger, mais maintenant on a ce qu'il faut. Et donc quand j'ai montré à ces gens, donc on est dans le concret là, qu'à côté de l'autoroute, dans la boucle de l'autoroute, ce qu'on appelle le parc La Rosselle, on allait pouvoir peut-être créer ce centre de formation, et qu'à côté de ça, à 500 mètres, il y avait une piscine, à 600 mètres, un stade, qu'à 10 minutes à pied, il y a 10 salles de cinéma, une salle de concert qui était là, 600, 700 mètres, 5 minutes aussi, le centre-ville, pas très loin, une médiathèque, etc. Pour une ville de 13 000 habitants, c'est énormissime. Et donc, les équipements qu'on a pu créer entre-temps et animer, ça, je pense que ça fait vraiment partie de nos atouts aussi. On a déjà dit, donc je parlais de l'environnement, hein, c'est également l'environnement de qualité, malgré le fait que nos villes ne soient pas, enfin, notre ville n'est pas, enfin, je parle de Frémin-Marlebach, n'est pas si terrible que ça, enfin, Rivière-du-Ler non plus. Hambourg, par contre, c'est une très belle cité. Nos petits villages sont très sympas. Il y a encore un peu de boulot à faire à Frémin, mais on va y arriver tout doucement. Hein, ça, c'est des travaux, évidemment. Il y a tout un travail sur le centre-ville de Frémin-Marlebach qui est en train d'être réalisé. Je pense que d'ici 5 ans ou 10 ans, enfin 5 ans en tout cas au niveau des décisions et des choses, et du début du travail qui va être réalisé, ça va révolutionner le centre-ville de Frémin-Marlebach. Hein, et donc ça deviendra, c'est un atout ça aussi. Hein, donc la situation, les dessertes routières, l'environnement de qualité, les équipements. Il y a aussi quand même, bon, j'ai tendance un peu à être parfois critique un petit peu vis-à-vis donc d'un certain esprit conservateur de notre population. Par contre, dans l'esprit de conservateur, il y a quand même aussi cet esprit de travail. J'en parlais la dernière fois lorsqu'on a fait un peu le point par rapport à ce webinaire. Il reste quand même dans notre secteur une qualité de la main-d'œuvre, en tout cas. Les industriels reconnaissent quand même encore une qualité de main-d'œuvre ici qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Voilà. Et ça, c'est, me semble-t-il, quand même important. Après. Okay. Donc, oui, continuez. Oui. En fait, un de nos premiers soucis, ça a été les friches industrielles. Mais les friches industrielles, ça fait partie aussi des opportunités pour notre territoire. Hein, à la fois pour celles qui sont devenues, ça je reviens souvent, qui sont comme la Carrière, qui sont devenues des friches vertes, mais encore quand même des centaines d'hectares de friches qui peuvent servir à autre chose. Et aujourd'hui, où on parle de photovoltaïque, par exemple. Le photovoltaïque, on ne va plus
et j'espère en tout cas plus aller dans les champs, acheter des champs ou virer les agriculteurs de leurs champs pour installer du photovoltaïque. Chez nous, on a quand même encore des dizaines et des dizaines d'hectares d'anciens terrains plus ou moins pollués, etc., qui feraient des parcs photovoltaïques formidables. Vous voyez, et qui dit parc photovoltaïque dit énergie verte, qui dit énergie verte dit production d'hydrogène vert. Donc, des choses qu'on va pouvoir tout doucement utiliser et rentabiliser. Ok. Bon, super. Mathilde, d'autres éléments partagés? Oui, alors j'ai mon réseau qui est un peu... Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Okay. Super. Oui, alors on a quelques retours d'étonnement sur la question que je viens de poser. Alors on a par exemple un point sur la situation géographique et sur les réhabilitations de friches. Donc à ce niveau-là, on en a un petit peu parlé. On a aussi un point sur les circuits courts. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là. Oui. Mathilde, quelle est la question sur la situation géographique? Rien, c'est un retour d'étonnement, situation géographique de Frémin-Merlebach. Alors peut-être qu'on parle de sa situation transfrontalière. C'est possible. On a avec nous aussi les collègues du département Lothaire, géographie de Metz, avec également des étudiants du Border Study, du parcours Border Study, qui sont pour partie des étudiants de plusieurs pays, la France, l'Allemagne, le Luxembourg. Donc peut-être aussi, est-ce que peut-être pouvez-vous revenir là-dessus, Gilles, cette proximité frontalière, est-ce que c'est un atout ou pas? Je regarde sur mon iPad et là, j'augmente, j'agrandis la photo de la carrière. Hein, ouais. C'est ça parce que vous vous en rendez pas compte. Mais tout le long de la carrière, là, les falaises de la carrière, sont en Allemagne. Oui, on a joué la dernière fois oui. en faisant un peu de côté, on était en Allemagne, oui, exactement. Voilà. Non, mais bon, c'est pour vous dire, quoi. On est quasiment tout le long, enfin, sur une grande partie du territoire de Frémin, on est en bordure avec l'Allemagne, donc à ce niveau, il n'y a pas de souci. Bon, après, autoroute, chemin de fer, etc., on a tout ce qu'il faut. On est hyper bien, on est à la croisée entre l'A4 et là, c'est l'autre route. Et donc, on est vraiment à la croisée des chemins entre les deux. Alors, en quoi concrètement ça peut être un atout, par exemple par rapport à votre stratégie d'économie résidentielle, un peu plus sur cette nature qui reprend ses droits, sur ce tourisme vert, sur ces nouvelles énergies, c'est une façon de réutiliser ces friches polluées. En quoi l'Allemagne, la présence de cette frontière est un atout? Et comment vous allez l'utiliser? Quelle relation vous avez avec? Non, mais là, c'est bon. L'Allemagne, d'abord, c'est l'emploi. Hein, et donc, évidemment, enfin, c'est l'Allemagne qui est un avantage pour nous, la proximité avec l'Allemagne pour y aller bosser. Après, les Allemands, par contre, ils aiment bien acheter chez nous. Hein, et donc, en étant pas très loin, on a, vous savez, un très grand centre commercial. Le centre commercial qui est le BEST, qui est en train d'essayer d'ailleurs de capter une partie de la clientèle allemande. Bon, les centres commerciaux, on ne peut pas dire que ce soit des... Mais celui-là, il est tout neuf, tout récent. Et bon, on est content de l'avoir maintenant. Il a quand même une belle image par rapport à ce qui se fait. Bon, évidemment, ça, il a que 3 ans, et donc, bon, mais pour l'instant, c'est superbe. L'Allemagne, un autre exemple. Au niveau de culture, je n'ai pas beaucoup parlé de culture. On savait qu'on a une super salle de spectacle qui s'appelle le Gouvy, enfin qui s'appelle normalement Théodore Gouvy, mais tout le monde l'appelle le Gouvy. Hein, et je peux vous dire qu'on a une grosse clientèle allemande. Alors ça dépend après du type de spectacle, évidemment. Pas quand on fait de l'humour, parce que là, les humoristes parlent français, mais dès que vous faites du rock, du blues ou des choses comme ça, les Allemands sont là. Ils composent, allez, je dirais, un tiers de notre clientèle. Quand on parle, donc on parle de la carrière,
et des futurs lotissements qui vont démarrer là d'ici un an ou deux à côté de la carrière, qui seront des lotissements verts, des lotissements. Là, je pense on peut en tout cas attirer une grande partie parce que les Allemands sont juste à côté. Et donc là, ils vont venir. D'abord, ils ont les moyens. Ils vont être dans un lotissement qui est situé à côté de 200 hectares, maintenant si on compte avec Saint-Avold, 300 hectares de carrières, de bassins, de nature. C'est vraiment très important. Ils adorent ça. Alors pour peu qu'en plus de ça, j'arrive à installer un centre hippique comme je souhaiterais le faire depuis quelques années, parce que les Allemands sont c'est un des sports favoris hein, chez nos voisins allemands. J'imagine déjà le Far West à la carrière, voilà. Non, ça c'est en même temps, même, vous voyez, je suis en train de travailler sur un projet hôtelier à la carrière. Pas dans la carrière, parce que le but, c'est pas justement de pas dénaturer la carrière, mais elle fait 300 hectares. Donc à côté, il y a sur une dizaine d'hectares, il y a une dizaine d'hectares qui sont aménageables sur lesquels on pourrait y monter un hôtel de type, certains types d'hôtels, vous savez, avec des bungalows, des lodges, ce genre de choses. Ça, je peux vous dire que, en tout cas, la société que j'ai vue, ce qui les intéresse, c'est la clientèle allemande, parce qu'ils savent qu'elle est juste à côté et ils ont bien ciblé les endroits. Donc, la proximité à l'Allemagne, avec l'Allemagne, elle est importante. En plus, on est au niveau bon, encore une fois, nature, environnement, tout ça, les Allemands en sont très friands. Donc, je pense qu'on a une carte à jouer à ce niveau-là. Donc, culture, nature, commerce, là, c'est attirer des résidents allemands, attirer des consommateurs allemands, que ce soit des consommateurs de culture ou des commerces. Voilà, on est bien sur cette attractivité qui ouvre sur voilà, cet espace aussi transfrontalier. OK, bah, vous voyez que cette image du territoire en évolution, en transformation est en train de se préciser. Vous êtes en train de le dessiner là avec nous ce soir, Gilles. On vous en remercie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, Mathilde, soit de questions, soit d'étonnement? Est-ce que les étudiants ont apporté des éléments aussi sur leur regard par rapport au territoire, ce qui pourrait les amener à regarder, à s'intéresser au territoire? Oui, on a eu beaucoup de participation sur cette question. On a notamment beaucoup de réponses sur le thème de l'emploi. Donc, forcément, une des ressources les plus importantes pour le territoire, c'est l'emploi. On a aussi sur le secteur de la santé. Alors, je ne sais pas, on n'en a pas encore parlé, M. Rome, si vous voulez rebondir là-dessus, sur le secteur de la santé sur votre territoire. Comment ça se profile? Alors, sincèrement, là-dessus, c'est compliqué, mais comme partout. Comme partout. Oui. Hein. Aujourd'hui, je ne connais pas un territoire qui n'ait pas de problème avec la santé, avec ses médecins, avec des territoires on parle de désert médical. Bon, ce n'est pas tout à fait encore le cas chez nous, mais ça pose un souci. Je parlais tout à l'heure de vieillissement de la population. Donc, il y a évidemment le vieillissement de la population médicale également, hein, des professionnels de santé. Et donc, ça fait partie quand même des points. La communauté de communes a pris donc, cette compétence santé il y a 3 ans maintenant pour essayer justement de réagir par rapport à tout ça. Alors, je ne dis pas que c'est fait, ça avance pas mal, On est d'ailleurs sur un gros projet avec l'hôpital actuel de Frémin et vous savez qu'ici on a encore la sécurité sociale minière. Hein, et donc avec un système particulier et avec leur propre système de médecins et de spécialistes et donc tout le but ça serait maintenant, ils ont enfin peut-être compris les choses, parce que c'est d'essayer de regrouper tout ça entre nos hôpitaux, enfin notre hôpital, les spécialistes de santé de ce qu'on appelle la SSM, la sécurité sociale minière, de la CARMI, et de regrouper tout ça parce que chacun a un travail dans son secteur, que tout le monde se regroupe pour créer dans un espace unique, de rassembler la plupart des services dont on a besoin. Ça évolue très très rapidement et c'est une bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Alors bon, je ne dis pas que c'est la panacée pour l'instant, hein, mais je dirais que ça va un peu mieux qu'il y a déjà 2 ou 3 ans. Ok, donc ça c'est effectivement une perspective. L'emploi, par contre, bon,
Et on a un taux de chômage très, très, très élevé, hein, notamment chez les jeunes. Ce qu'on a pu faire n'a pas suffi. On est très loin. On n'aura jamais, on rattrapera jamais, je disais, les 25 000 emplois qu'on a perdus à la mine. On est très loin de tout ça. Bon, on a beau faire tout ce qu'on peut, faire je pense de gros efforts à ce niveau-là. Pour l'instant, on n'est pas encore très bon. Hein, on n'est pas encore trop bon, en tout cas. Ok. Mais, non, je ne veux pas non plus, je ne suis pas là pour raconter des bêtises. Hein. Je ne suis pas là pour vous décrire le paradis de Frémin-Merlebac. Hein. C'est toujours compliqué, là. Hein. C'est toujours compliqué au niveau de l'emploi. Hein. Ok. Bon, nous allons avancer parce que votre territoire, il y a tellement de richesses qu'on pourrait y passer très tard la soirée, mais on va quand même un petit peu avancer. Par rapport à tout ça, en gros, si vous aviez, vous, parce que vous allez aussi passer le flambeau bientôt, si vous aviez une ou deux ambitions comme ça, en tant que DG, à titre personnel, compte tenu de l'histoire que vous avez avec ce territoire, qu'est-ce que vous pourriez poser comme ambition pour ce territoire? Ah, ça c'est... En tout cas, une ambition à laquelle vous aimeriez contribuer ou pour laquelle vous aimeriez passer le flambeau. On pourrait le dire comme ça. Ouais. Alors, je dirais que c'est plus complexe, moi je trouve, parce qu'en fait, vous savez, comme DG aussi, on a l'habitude de travailler pour des élus. Hein. En fait, nos ambitions, c'est pas les nôtres, c'est celles de nos élus souvent. Hein. Et moi, je cherche pas à vouloir échapper forcément à la question. Mais bon, on a l'habitude d'écouter, de parler, d'écrire, de lire pour nos élus et de mettre en forme leurs secrets, leurs souhaits les plus secrets parfois, et même ceux qui ne connaissent pas. Et donc, bon, non. Enfin, la plus grande ambition que j'aurais pour ce territoire, c'est d'abord de rassembler tout le monde. On l'a bien fait depuis maintenant 25 ans. Hein, je parle de tout bord politique. Ça, c'est d'essayer de rassembler vraiment nos élus pour qu'ils tirent tous dans le même sens. On a fait du... Enfin, je pense qu'ils ont fait du bon boulot, mais ça ne suffit pas. Quoi. Et donc, il ne faut pas grand-chose. Et donc, l'ambition, c'est de rassembler nos élus. Mais quand je parle de nos élus, je ne parle pas de ceux de mon territoire. Si mon président m'entendait, je pense qu'il ne serait pas très content. Mais il y a quelques années, il y a 5-6 ans, quand l'État a essayé d'imposer le regroupement des intercos, ils avaient essayé d'imposer le regroupement entre Forbach, la commune d'Algo de Forbach et celle de Frémin-Merlebac. Ça ne s'est pas fait parce qu'on a refusé. Enfin, en fait, tout le monde a refusé. On a fait faire une belle étude qui a prouvé par un public que, évidemment, on était perdant dans cette affaire-là, mais sans chercher quels étaient peut-être d'autres avantages, pas seulement les avantages économiques, qu'il y avait d'autres avantages. Bon, là, on a tiré un trait là-dessus. Par contre, depuis, je parlais tout à l'heure de la fermeture de Carlin, on est amené depuis maintenant 3 ans à travailler dans le cadre des Varnes Laboriens avec, je vous dis, Saint-Avold, Folquemont, Creusval et nous. C'est une découverte. C'est pas facile. On découvre à la fois les gens, les idées, les difficultés, et je dirais, bon, par contre, il y a un certain plaisir et maintenant même fierté d'avoir réussi à écrire ensemble des tas de choses. Alors, on n'est pas encore au bout de nos peines, hein, mais pour des tas de raisons d'ailleurs. Mais en fait, ça serait s'il devait avoir cette ambition, c'est de réunir des 4 territoires là, pas dans une grande communauté, mais qu'on tire vraiment tous ensemble, qu'on ait les mêmes types de projets ou des projets complémentaires. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Hein, l'union, on dit l'union est un combat, hein, mais c'est pas facile. Oui. Et c'est tellement riche que franchement, moi, je pense que ça serait la plus grande ambition de tirer ensemble les 4 territoires-là. Et bon, là, je dis parce que là, c'est des circonstances qui ont vu que ce soit ces 4 territoires-là. Mais Forbach, qui est à côté, devrait être associé, mais malheureusement,
administratif, donc il n'est pas dedans. Mais si on arrivait à tirer ensemble tout ça, je peux vous dire que la Moselle-Est, avec ses 200 000 habitants, ça serait quand même autre chose. Ça serait quand même voilà, une potentialité importante. Très important. Ok, bah écoutez, non mais c'est important voilà, de poser cette ambition. Alors, pour terminer, on va revenir avec le lab étudiant qui a identifié quelques petits défis par rapport à la question de l'attractivité des jeunes, de garder les jeunes, attirer des jeunes compétences, peut-être attirer des jeunes ménages, peut-être attirer des créatifs. Et un premier défi qu'ils ont relevé, d'ailleurs on en a un petit peu parlé, c'est comment à la fois moderniser l'image de la ville, hein, ce que vous avez dit, et en même temps mettre en avant son identité historique. Vous avez dit tout à l'heure que c'était quelque chose qui était rentré en conflit au motif de cette pancarte d'accueil. Maintenant, si on voit les choses autrement, comment à la fois on va moderniser cette image de la ville vers une stratégie qui est une stratégie résidentielle entre nature, culture, les services à la personne, une façon d'attirer des créatifs ou des résidents, qu'ils soient des gens qui cherchent à fuir des centres-villes, que ce soit des étrangers comme les Allemands proches. Comment on va moderniser l'image autour de cette idée nature, culture, technologie, et en même temps, comment vous allez pouvoir continuer à faire vivre l'identité historique, peut-être développer aussi, au-delà du tourisme vert, une activité touristique qui se nourrit positivement. Est-ce que vous avez quelques pistes pour résoudre ça? Oh là, si on le savait, ça serait fantastique. Hein. Alors, justement, on va avoir besoin de vous et des gens pour travailler là-dessus. Hein, bon, donc en fait, on va demander aux étudiants d'avancer un petit peu là-dessus et de vous proposer des choses alors. Oui, ça m'arrangerait bien parce que si je savais ça ça, vous arrangerait. oui, ça m'arrangerait bien. Ok. Moderniser l'image, ça c'est pas très compliqué entre guillemets. Hein, je vous Ouais. dis. Enfin, il faut des équipements. On a salle de spectacle, piscine, centre de bien-être, cinéma, machin, tout ça. On a. Alors après, vous voulez mettre en avant l'identité historique, c'est plus compliqué là déjà. Mais bon. Il y a peut-être des choses. Alors on va les laisser travailler. Il y a peut-être des choses à imaginer dans ce qui pourrait être un petit peu des choses qui ne matchent pas ensemble. Comment effectivement ça pourrait matcher. Alors il y a un autre défi qu'ils ont repéré. Voilà, moi je vais le découvrir en même temps. C'est comment à la fois on peut attirer des jeunes compétences et des jeunes ménages, et puis oui, dans un contexte où il y a un fort taux de chômage. Parce qu'on voit bien qu'attirer des jeunes ménages, des compétences, l'attractivité résidentielle, le cadre de vie, etc. Mais vous avez évoqué le contexte où il y a un fort taux de chômage. Donc là, ça paraît peut-être un petit peu un défi. Oui, comment vous voyez ça? Si je savais le faire, ça serait génial. Hein. Je dis, attirer les jeunes, les compétences, enfin, bon, les jeunes compétences, les jeunes ménages, ça c'est faisable. On a du logement pas cher. Je vous dis, on est bien placé, on a des logements pas chers, c'est bien, c'est beau, etc. Tout ça, donc c'est vrai que ça c'est faisable. Après, le fort taux de chômage, bon. Est-ce à dire que peut-être parmi ceux qui cherchent un petit peu cet exode urbain, que ce soit des publics voilà, de Lorraine ou d'un peu plus loin ou localement, et voilà. Est-ce à dire aussi peut-être qu'ils recherchent des espaces, des lieux où ils peuvent créer une activité? Est-ce que là, ce n'est pas l'occasion aussi de créer, de favoriser un peu le côté créatif, le côté initiative, le côté entrepreneuriat, au-delà d'aller chercher des grands comptes industriels? Ah ben, bien sûr, mais on travaille sur les deux. Hein, les grands industriels, ça c'est notre job. Mais pour le reste, on a mis en place quand même des fonds aussi, que ce soit en matière commerciale, artisanale, pour essayer d'aider ceux qui veulent s'installer, ceux qui veulent se développer, et pour les petits projets, pas forcément que des grands industriels, parce que les grands industriels, vous savez, d'abord, il n'y en a pas beaucoup.
quand ils viennent, c'est bien, et quand ils ferment, ça fait mal. Donc, non. Non. Je crois qu'on fait le nécessaire, en tout cas à notre niveau. À notre niveau, on fait le nécessaire pour pouvoir attirer aussi des petits projets, des artisans, ou des petits, même, sans qu'ils soient forcément artisans. Mais ça, je pense qu'on sait faire. Ça, on sait faire. D'accord. Les aides. Il y a peut-être d'autres éléments que les aides qui. On a un service qui s'occupe de ça. Enfin, un service, il ne fait pas que ça. D'accord. Mais bon, on a un service qui s'occupe de ça. Oui. Qui s'occupe. C'est essentiellement le levier des aides et de l'accompagnement. C'est ça que vous nous dites. On a parlé, vous savez, de faire, encore une fois, je veux dire, comme dans les grandes villes, là, comment vous appelez ça encore, là, des espaces, du coworking, etc. Bon, je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien chez nous, ça. Oui, alors, vous avez suffisamment d'espace, de lieux, etc. Oui. Donc, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas le levier des lieux qui est important. Il y a peut-être à aller chercher autre chose que le lieu. Hein, que l'équipe. Ok. C'est compliqué, sincèrement, je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'on a un dernier petit défi là? Donc, comment développer la transition écologique? Et on voit bien que aller vers le tourisme vert, voilà, pour un territoire, il semble nécessaire de posséder une voiture et où la météo ne semble pas propice à utiliser le vélo. Alors pourtant, on bénéficie de quasiment le plus grand réseau de pistes cyclables de Moselle, hein, enfin un très beau réseau qu'on va continuer d'ailleurs à améliorer parce qu'au départ, c'était un réseau de pistes cyclables touristiques, loisirs, on va dire, loisirs. Or, maintenant, on travaille sur ça, la transition douce, hein, c'est ça, c'est comme ça que vous appelez ça. Et donc, mais c'est vrai que sincèrement, j'y crois pas beaucoup, moi, parce que il ne fait pas très beau. Mais bon, moi, je crois que j'ai une de mes employées qui habite à 7 ou 8 km, qui vient en vélo en été, quand il fait beau. Elle doit être toute seule. Hein. Bon. Non, mais on en a parlé l'autre. Là, je suis en train de relier un quartier de, si vous voulez, Frémin-Merlebach, qui est un quartier un peu extérieur qui s'appelle Sainte-Fontaine, qui est d'ailleurs un quartier qui est à côté de la Carrière. Et le quartier de Sainte-Fontaine, il est vol d'oiseau à 2 km du centre-ville. Et donc, on a créé une piste cyclable qui va quasiment jusque là-bas et on va la développer pour qu'elle aboutisse directement dans ce quartier. Et l'autre jour, je disais quand même, bon, on va faire ce truc-là. Mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment. Enfin, que l'investissement soit vraiment rentable par rapport. C'est un quartier où il y a 300, 400 personnes. Il doit y en avoir 30 qui font du vélo et il y en a peut-être 10 qui vont venir au centre-ville en vélo. Donc, la piste là, c'est pas comme ça qu'on va la justifier. On va la justifier parce que la piste là, par contre, elle va relier la communauté d'Aglo de Saint-Avold. Et donc, le plus important, qu'elle relie les deux et qu'elle permette éventuellement aux 10 ou 20 cyclistes du quartier Sainte-Fontaine de venir au centre-ville. Ou d'aller, d'ailleurs, après, à la ville de l'hôpital, parce qu'elle sera presque aussi près, du coup. Mais ça n'empêche pas, parce que si on n'essaye pas, on ne risque pas d'y arriver. Voilà, c'est tout. Alors, transition écologique, ça passe par là, ça passe aussi, on parlait du photovoltaïque sur nos friches, voilà. du travail sur nos friches industrielles, parce qu'il n'y a pas que le photovoltaïque, il y a plein de choses à faire, certainement. Hein, vous savez que, enfin, vous savez ou vous ne savez pas, on a travaillé sur des projets on appelle ça d'énergie, la chaleur, là, donc, quand on va chercher la chaleur au fond du sol. La récupération de la chaleur fatale. Oui, non, chaleur fatale, non, c'est pas ça. Le géothermie. Géothermie, oui, c'est autre chose. Oui, oui, c'est rien à voir. Non, parce que beaucoup d'entreprises émettent de la chaleur et beaucoup de pôles industriels. La fatale, c'est celle qu'on peut récupérer. Oui. Donc la géothermie. Géothermie, parce que imaginez qu'on a quand même des réservoirs énormes d'eau de la mine, l'eau d'Exor, et de l'eau d'Exor qui est à 25 degrés. Et donc, il y a 10 ans, on a dû abandonner le projet. Pourquoi? Parce que ça ne valait pas le coup, il y a 10 ans. Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, ça vaudra peut-être le coup, parce que le prix de l'énergie va tellement monter que ça vaudra le coup. Donc, on a ce genre de choses, c'est une richesse aussi, la richesse de notre sous-sol,
qu'il faudra à un moment ou à un autre savoir exploiter. Aujourd'hui, ça ne marche pas et ça marchera dans 10 ans. Donc, une de vos pistes, c'est de dire, au-delà des modes, nous, on travaille sur les sources d'énergie nouvelles. Voilà, et c'est bien dans la logique d'un territoire qui a exploité des ressources minières et qui aujourd'hui produit de nouvelles ressources énergétiques. L'histoire, il faut qu'on serve aussi à ça. Super. On profite de l'héritage. Oui. Non, mais tout ça se raconte, en vous écoutant, finalement, tout ça se raconte bien. Alors, on va conclure parce qu'on est à l'heure. On voudrait conclure sur, voilà, vous nous avez tracé un peu la perspective sur cette tendance du territoire qui évolue avec la nature qui reprend son droit, entre nature, l'animation culturelle, le commerce, le fait de dire que notre nouvelle ressource, c'est plus le charbon, mais on a quand même une histoire au niveau de l'énergie et toutes ces nouvelles énergies, finalement, c'est peut-être là-dessus aussi qu'on peut travailler. Si on avait à se poser la question sur les collaborations que vous souhaiteriez, si tout était possible, est-ce que, alors vous nous avez parlé des collaborations sur ce grand territoire Moselle-Est, maintenant, si on avait à réfléchir à l'échelle du Sillon Lorrain, est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels vous aimeriez travailler avec d'autres villes du Sillon ou d'autres territoires associés et par exemple, l'université qui a fait un pas vers vous, est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous aimeriez travailler, continuer à travailler d'une manière ou d'une autre, ou avec des jeunes, ou avec… voilà, comme ça, a cappella, sans réfléchir. Non, mais pas besoin de réfléchir. Je veux dire, bon, je vous ai parlé donc, des collaborations avec les autres collectivités. Ça je l'ai dit, et donc c'est pas la peine de revenir dessus. Dans le cadre du Sillon Lorrain, si oui, je crois que je vous avais expliqué lors de notre première rencontre, en tout cas, que malheureusement, je n'avais pas les services nécessaires et le temps pour travailler comme il faudrait dans le cadre du Sillon. Et que je voyais bien tout ce que je loupais, en fait, parce que, bon, on est une petite collectivité, on n'a pas grand monde, je ne sais pas, comme Metz ou d'autres intercos, ou Nancy, ou Épinal, etc., Thionville. Et donc, je vois ce que je loupe. Donc, pour l'instant, je suis en train de chercher quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Je crois que j'ai trouvé. Et ce que je loupe, je vois, c'est d'une part l'expérience d'autres collectivités que je rencontre parfois dans le cadre du Sillon Lorrain, de ce qu'ils ont pu réaliser et de ce que j'aimerais, du coup, utiliser. Et lors des différentes grandes messes qu'on a pu avoir, c'est effectivement ce côté universitaire qu'on n'a pas beaucoup en Est et qui peut nous apporter quand même beaucoup de choses. On en parlait tout à l'heure, vos étudiants posaient des questions auxquelles je ne savais pas répondre forcément, parce que je n'avais pas forcément les solutions, enfin en tout cas, ne le venaient pas naturellement, mais vous allez pouvoir travailler dessus, ou ils pourront travailler dessus, et ça m'intéresse. Et donc ça fait partie des collaborations qu'on pourrait avoir. Et donc, en tout cas, c'est quelque chose que je souhaite. Ok. Alors, on n'a pas forcément répondu à toutes les questions, mais on vous les fera suivre. On vous les fera suivre, Gilles, ces questions. Peut-être qu'elles peuvent aussi inspirer des choses. En tout cas, il est 19h05. On a une règle, c'est d'essayer de respecter les temps puisque chacun a des activités multiples. En tout cas, un grand merci, Gilles, de vous avoir mobilisé sur cette heure et demie. On vous remet, on s'est permis de remettre vos coordonnées. Voilà, si soit un étudiant, soit une jeune compétence, soit un chercheur avait envie de reprendre contact avec vous. Et puis, je vais remercier aussi les collègues de Metz pour leur présence, leur collaboration. C'est vrai que vous êtes à 30 minutes de Metz, donc voilà, les collègues messins sont vraiment très proches de vous. On a remis aussi le prochain rendez-vous, le 14 décembre, avec Terre Touloise. En tout cas, Gilles, merci pour votre contribution. En plus, vous avez apporté des éléments pour que le lab étudiant qui va venir retravailler chez vous le 9 décembre puisse enrichir ses travaux. Corentin, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, très bien. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos retours. C'était très riche. Merci encore. Merci Gilles, à très bientôt. Merci à vous également. Voilà, vous nous avez dressé un beau portrait de votre Comcom et de son avenir. Merci beaucoup. Voilà, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous et merci à tous ceux qui ont participé. Merci à Mathilde et Corentin pour cette animation.